Et c'est une première. Ahmed Laoueche n'est jamais venu à Jeudi en prime. Il est le chef de groupe PS à la Chambre. Ces derniers temps, on peut le dire, il tape dur sur le gouvernement fédéral. On le retrouve tout de suite, vous l'avez compris, dans Jeudi en prime. Bonsoir Ahmed Laoueche. Bonsoir. Bienvenue pour votre premier Jeudi en prime. Alors oui, on l'a dit, vous êtes chef de groupe à la Chambre et votre tête de turc, on peut dire, c'est le secrétaire d'État à la migration Theo Franken, que d'ailleurs pour l'instant un peu tout le PS se met à traiter de personnalité d'extrême droite ou de fasciste. Alors n'allez-vous pas un peu dans les extrêmes, on va en parler tout à l'heure. Tu veux garder ta dignité, alors t'as pris la route pour l'Europe et ses qualités. We moeten die boten allemaal terugsturen. Il en fait vraiment du beurre électoral sur le dos des demandeurs d'asile ou des immigrés. We moeten artikel 3, het non-refoulement artikel uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, moeten wij gewoon proberen te omzeilen op een of andere manier. Mauvaise idée. Il y a du côté de la NVA, à l'égard de l'asile et de l'immigration, une absence d'humanité totale. De hypocrisie is de vaseline van de wedstrijd. T'as quitté ton pays. Vous êtes aussi conseiller communal à Koekelberg, député, vice-président de la Fédération bruxelloise du Parti socialiste. Alors on peut dire que vous représentez cette opposition pure et dure par rapport au gouvernement fédéral et à la NVA. NVA qui s'est fait remarquer cette semaine en s'opposant aux prépensions à 56 ans dans le cadre de la restructuration du groupe Carrefour. 9 Belges sur 10 penseront s'arrêter avant 60 ans. We hebben mensen nodig op dakbeidsmarkt. Je fais en sorte que nos enfants et nos petits-enfants aient des possibilités en matière de pension. Travailler jusqu'à 67 ans, c'est non. Si on ne les fait pas, on va vers une situation totalement désastreuse. C'est non. La retraite, faut la prendre jeune. Faut surtout la prendre vivant. C'est pas dans les moyens de tout le monde. Tu es en retraite et depuis tu n'as plus le temps. Tu bosses comme une bête, c'est le travail qui te détend. Que dire encore de vous? Que vous n'êtes pas prêt d'être à la retraite, que vous avez 48 ans, que vous êtes juriste de formation, vous avez commencé votre carrière au ministère des Finances et puis vous êtes entré au PS comme conseiller d'Elio Di Rupo. C'était d'ailleurs peut-être encore à l'époque où vous faisiez du foot. Et oui, on va faire d'ailleurs un petit passage, non pas par des images de vous qui jouez au foot, mais par la Coupe du Monde que la NVA a traité sur les réseaux sociaux avec un humour que vous apprécierez. D'accord. J'étais footballeur, donc j'ai joué au football, même si certains ont du mal à le croire. Il n'y a qu'une seule place où j'étais bon, c'est que j'étais back gauche. J'étais très mauvais en attaque, mais très bon en défense. Mais là, j'ai passé de bons moments parce que le football, c'est aussi un lieu de socialisation, de camaraderie. Ahmed Laoueche, bonsoir. Bonsoir. On va encore parler football. Je ne vais pas vous demander un pronostic, mais très sérieusement, en tant que Bruxellois, en tant que député à Bruxelles, est-ce que vous craignez des débordements ? Il y a toujours un risque quand il y a des grands événements comme celui-là. En même temps, j'observe ce qui n'est pas propre à Bruxelles. Quand il y a un match entre Anvers et Bruges, par exemple, vous avez toujours des bandes de hooligans qui s'affrontent avec la nécessité de mobiliser des grands moyens policiers. Mais ici, ça ne fera pas exception. Donc il y a un risque. En même temps, j'ai entendu le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Claus, qui a dit que les choses se sont préparées depuis plusieurs semaines. Ce que je dois déplorer, par contre, c'est qu'au niveau de la réserve de la police fédérale, les moyens ne suivent pas. Et donc là, nous interpellerons évidemment le ministre Jan Bon, qui est en charge de la police fédérale. Alors, comment vous expliquez qu'on craigne des débordements, en particulier après le match Maroc-Iran? Est-ce que ça pourrait laisser entendre qu'à Bruxelles, il y a une forme de violence en particulier qui couve? Que du contraire. Rudy Vervoort vient de publier les taux de criminalité, de délinquance à Bruxelles qui sont en chute, et tant mieux d'ailleurs. Mais je le répète, chaque fois qu'il y a des grands rassemblements populaires, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir quelques casseurs, quelques voyous qui vont essayer en effet de mettre du désordre. Donc on doit être vigilant, faire de la prévention, et puis aussi, si c'est nécessaire, de l'intervention. Mais il faut le faire, je crois, avec beaucoup d'intelligence et en mobilisant les moyens de manière adaptée et proportionnée. Il manque quoi en termes de moyens? Vous disiez, on va interpeller. Eh bien, je disais la réserve fédérale. Donc la réserve fédérale, c'est quoi? C'est un ensemble de policiers mis à la disposition, en principe, quand il y a des événements qui le nécessitent, par le niveau fédéral. Eh bien là, clairement, ce que le bourgmestre de Bruxelles pointe en particulier, mais d'autres observateurs, notamment des syndicats de police, c'est que ces moyens ne suivent pas. Est-ce que c'est parce que c'est un ministre de l'Intérieur NVA ?
En tout cas, je dois bien constater qu'à certains niveaux, la responsabilité du ministre de la NVA peut être engagée quand on constate notamment le désinvestissement sur le terrain et en particulier les moyens qui sont mis à la disposition des zones de police. Sur le plan budgétaire, c'est manifeste, on voit vraiment une diminution des moyens. Et puis pour le reste, il y a eu ici et là, à certains moments, des problèmes de communication entre les polices locales et la police fédérale. Alors la NVA, c'est votre bête noire. Ces temps-ci, on entend, on lit des membres du Parti socialiste dire Theo Franken, d'extrême droite, Theo Franken est un fasciste. Est-ce que vous ne pratiquez pas, d'une certaine façon, l'amalgame ? Certainement pas, il faut être clair. À partir du moment où vous avez un ministre qui est en fonction, qui dit qu'on peut s'asseoir sur la Convention européenne des droits de l'homme, eh bien c'est ce qui fait basculer du côté de l'extrême droite. Quand on dit que les droits de l'homme, les libertés fondamentales ne sont pas quelque chose d'essentiel qui trouve à s'appliquer dans une démocratie, alors là, clairement, on a basculé du côté de l'extrême droite. Il n'y a pas une frontière quand même qui les démarque. Non, c'est factuel. D'ailleurs, il faut se rappeler que Bart de Wever, à un moment donné, disait mais la différence entre nous et le Vlaams-Belang, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. Eh bien là, clairement, il y a un ministre NVA qui dit que la Convention européenne des droits de l'homme, qui nous protège tous, pas que les réfugiés ou les migrants, qui nous protègent tous, nous qui sommes des sujets de droit, si je puis dire, eh bien, Franken a considéré qu'on pouvait considérer que c'était quotité négligeable. Donc ça ne va vraiment pas. Ça fait basculer Theo Franken du côté de l'extrême droite. Theo Franken ou la NVA ? Alors Theo Franken est un membre éminent de la NVA, c'est l'homme le plus populaire de la NVA. Y compris du côté francophone aussi. On lui prédit même un avenir présidentiel au sein de son parti. Donc il incarne la NVA. Et ce que je vois, c'est que régulièrement, Bart de Wever vient à son secours. Comment est-ce que vous expliquez, vous allez me dire, ça n'est que les sondages, mais comment est-ce que vous expliquez que quelqu'un comme Theo Franken est aussi populaire du côté francophone ? Parce qu'on peut le voir à travers l'histoire. Quand on nourrit les angoisses et quand on joue sur les angoisses, les peurs des gens, malheureusement, il y a souvent un résultat de popularité. Le populisme conduit à une certaine forme de popularité. C'est à nous, démocrates, de ne pas laisser faire. C'est à nous, démocrates, d'expliquer que jouer dans la cour et faire le jeu, au fond, de ceux qui veulent propager la haine et le ressentiment, c'est aussi travailler contre soi. Parce que, après les migrants et les réfugiés, il y aura d'autres segments de la société. Je pense notamment à la société civile. Regardez comment ils ont traité Médecins sans frontières. Ils s'en prennent à la presse aussi. Ils ont attaqué De Standaard, par exemple, parce que De Standaard n'était pas d'accord avec eux. Les syndicats qui sont criminalisés, les avocats, les juges. Donc attention, quand on bascule du côté de l'extrême droite, il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y a que les immigrés qui sont visés ou les réfugiés. Il y a l'ensemble des gens qui, d'une manière ou d'une autre, veulent faire valoir des droits fondamentaux. Donc attention, vigilance. En même temps, il y a eu tout à l'heure un incident à la Chambre. Il y a un député Vlaams-Belang qui a utilisé le mot nègre. Vous avez demandé que ce mot soit retiré du compte-rendu de la Chambre. Ça ne venait pas d'une bouche NVA. Et Theo Franken a tweeté « C'est un mot affreux que je n'utilise jamais ». Alors, sauf que j'ai observé qu'au moment où je demandais que le mot nègre, vous imaginez où on en est, le mot nègre prononcé au cœur de la démocratie, c'est-à-dire le Parlement, que ce mot ignoble soit retiré du compte-rendu de la plénière, eh bien, j'ai été applaudi par l'ensemble de mes collègues. Je n'ai pas vu beaucoup d'applaudissements du côté de la NVA. Et ça m'inquiète. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a une banalisation de l'ignoble qui, malheureusement, est aussi le résultat du fait que le MR, de plus en plus, ne veut pas voir. Il est dans le déni. Et donc, il y a cette normalisation de choses qui sont tout à fait inadmissibles. Et par effet de contamination, eh bien, il y a aujourd'hui une libération de la parole raciste. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous inquiéter comme démocrates. Ahmed Laoueche, est-ce que vous, en tant qu'homme politique, vous avez déjà été victime de racisme et sous quelle forme ? Oui, j'ai déjà reçu des insultes racistes à travers les réseaux sociaux, des choses déposées dans ma boîte aux lettres. Alors bon... Dans les travées du Parlement ? Dans les travées du Parlement, la seule chose à laquelle j'ai pu assister, c'est notamment l'intervention de Luc Van Biesen, député de l'Open VLD, qui a dit à Myriam Kittir que si elle n'était pas contente, au fond, sur un sujet, elle pouvait aller voir dans son pays d'origine, le Maroc en particulier. On a voulu en faire un incident. D'ailleurs, je suis intervenu en plénière pour considérer que c'était inacceptable. Alors, il y a eu un vague rappel à l'ordre, mais à nouveau, je considère que là aussi, le président de la Chambre aurait pu en faire davantage. Donc oui, il peut y avoir une parole raciste qui se libère aussi parfois au cœur même des institutions démocratiques. Au moins par rapport à la NVA, est-ce que vous ne pouvez pas reconnaître de sa part une certaine cohérence par rapport au dossier des pensions, prépensions ? Puisque
ce gouvernement fédéral veut garder les gens plus longtemps au travail. Et là, la NVA dit, dans le cadre du plan Carrefour de restructuration, il n'est pas logique de mettre des personnes à la prépension à 56 ans. Mais au moins lui reconnaître une cohérence. Est-ce qu'on se rend compte où on en est? Donc il y a plus de 1000 travailleurs de chez Carrefour qui sont menacés par des fermetures de magasins, par des restructurations brutales, qui sont inquiets pour leur avenir. Et ils demandent l'application d'un droit, qui est celui de la prépension. C'est quoi la prépension? C'est avoir du chômage plus un complément qui est versé par l'employeur, pour pouvoir justement assurer une transition, tout en restant disponible sur le marché du travail. Ce n'est pas un privilège qu'ils demandent, c'est un droit. Et bien même ça leur est refusé pour des raisons idéologiques. Et aujourd'hui, en plénière, on a même entendu un député de la NVA dire que même le chômage, c'était peut-être trop. Voilà où on en est. Donc on est vraiment face à une machine à précariser le droit du travail, les salaires, et qui s'attaque vraiment fondamentalement aux travailleurs. C'est ça qui est aujourd'hui en cause. Et nous n'allons pas évidemment laisser passer. On va rappeler que ce qui fait notre démocratie sociale, c'est la concertation sociale. Parce que le plan social de chez Carrefour, il a été négocié entre Carrefour et les représentants syndicaux. Eh bien, nous, on s'assoit dessus. Donc, il s'attaque à la démocratie dans ses libertés publiques, dans ses droits fondamentaux, mais aussi au niveau de la concertation sociale. C'est vraiment une pente glissante dans laquelle, aujourd'hui, le gouvernement MR, NVA nous emmène. Mais il y a le CDNV qui essaye de l'empêcher. Chris Peters, comme ministre de l'Emploi, vice-premier ministre, a dit à la NVA, ça ne va pas, je ne suis pas d'accord avec vous. Et je l'ai personnellement applaudi. J'ai considéré que là, il y avait enfin un acte courageux dans le chef du CDNV. Donc c'est un gouvernement MR, CDNV, OpenVLD, NVA. Ça veut dire que malheureusement, le CDNV ne pèse pas beaucoup. On le voit depuis le début de la législature. Le MR, malheureusement, est dans la roue de la NVA. Et la NVA impose son agenda sur le plan économique, mais aussi sur le plan du recul des valeurs démocratiques. Quand vous dites que le MR est dans la roue de la NVA, est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Mais votre explication, c'est si, selon vous, il est dans la roue, c'est pourquoi? Je vois le résultat. Regardez un petit peu la politique économique. Ils ont fait 6 milliards d'euros d'économies de coupe dans la sécurité sociale à travers une réduction des cotisations sociales. Le prix des médicaments augmente, les visites chez le gynécologue coûtent plus cher. Ils ont créé 65 000 emplois. Non, aussi. Alors quand on regarde les chiffres, quand on regarde les chiffres de près, pensons par exemple à l'analyse de l'Université de Gand, qui dit que l'essentiel des emplois sont dus à la conjoncture internationale. Et si vous voulez un chiffre précis, j'ai dit tout à l'heure qu'ils avaient fait un chèque en blanc de 6 milliards d'euros de réduction de cotisations patronales. Eh bien, la Banque nationale explique que seuls 12 500 emplois ont été créés du fait de ces réductions de cotisations patronales. Ça fait très cher l'emploi. C'est une politique économique qui est inefficace. On voit bien que la croissance recule, 0,2% en moins. On voit bien aussi qu'ils ont imposé aux travailleurs salariés, des coupes dans la masse salariale gigantesques. On parle de 12 milliards et demi. Le tax shift rapporte 100 euros aux travailleurs. Donc sauf qu'ils ont parallèlement augmenté la TVA sur l'électricité. Ils augmentent pour plus de 3 milliards les taxes sur la consommation. Donc ils donnent d'une main, ils reprennent de l'autre. Mais surtout, ils ont vidé les caisses de la sécurité sociale, ce qui les amène aujourd'hui à s'en prendre aussi aux personnes malades, aux gens qui souffrent. Et là, clairement, on est au cœur de ce qui, jusqu'à présent, faisait notre cohésion sociale. Et là aussi, c'est la marque d'un gouvernement qui est dominé par la droite, et la droite dure, la NVA en particulier, et le MR suit. Ahmed Lawedge, 2 semaines sont passées déjà, on devrait dire, après les attentats de Liège. Le PS a estimé que les conclusions de la commission attentat ne sont pas appliquées. En quoi, par exemple ? Eh bien, lorsqu'on regarde les recommandations de la commission attentat, il y a des choses très précises qui, dans le cas des attentats survenus à Liège, auraient peut-être permis de faire en sorte que ces assassins ne soient pas passés en dessous du radar. Le fait de donner une habilitation de sécurité aux directeurs de prison, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire leur permettre d'avoir accès au rapport de la sûreté de l'État. Ça, c'est une recommandation. Eh bien, le ministre de la Justice ne l'a pas mise en œuvre. Pourquoi? Il faudra qu'il vienne rendre des comptes. Donc oui, pour le moment, on a fait fonctionner nos institutions. On a demandé une enquête au comité P, au comité R, on attend les résultats. Mais s'il s'avère qu'ils ont traîné dans la mise en œuvre des recommandations de la commission attentat, il faudra qu'ils rendent des comptes sur le plan politique. Vous estimez que la responsabilité du ministre de la Justice est engagée dans ce qui s'est produit? Je viens de le dire, on va attendre le rapport du comité P, du comité R, parce que nous faisons, fonctionner les institutions démocratiques, et on n'est pas en effet dans les grandes déclarations qui ne seraient pas fondées sur des faits. On attend le résultat des enquêtes. Mais s'il s'avère en effet qu'ils ont traîné sur la mise en œuvre de recommandations qui auraient peut-être permis d'éviter ce qui s'est passé à Liège, alors là, ils devront rendre des comptes politiquement. Alors, autre problème, la déradicalisation. Aucun pays ne parvient à trouver des solutions. La France non plus. Est-ce que c'est quand même pas un peu facile de critiquer ? C'est un problème qui est très complexe. Ouais. Il faut pouvoir le reconnaître. Clairement, il faut
à mon avis, répondre au fanatisme par ce qui fonde aussi nos démocraties, c'est-à-dire l'éducation et la culture. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui? Ah, mais on doit redoubler d'énergie, redoubler de moyens. Alors, pour le reste, évidemment, je ne suis pas que dans la prévention. Face à des gens qui font du recrutement, qui profitent de l'état de faiblesse parfois, ou je dirais de proie très facile pour les envoyer se faire exploser, ceux-là, il faut être intraitable avec eux. Mais pour ça, on a besoin d'outils. On a besoin d'avoir une sûreté de l'État qui fonctionne bien, qui a des moyens suffisants. On a besoin d'avoir une justice qui fonctionne bien. Et puis aussi que l'information circule. Et là aussi, on doit pointer à ce stade aussi, malheureusement, un frein qui a été mis, ou en tout cas une absence de célérité dans la mise en œuvre des recommandations de la commission attentat, parce que c'était déjà pointé dans les attentats survenus à Zaventem et à Malbec. Donc moi, je suis consterné par le retard qui a été pris dans la mise en œuvre de toutes ces recommandations, de toutes ces mesures très concrètes qui devraient nous permettre d'avancer dans la lutte contre le radicalisme et le fanatisme. C'est la priorité que vous avez donner cette habilitation de sécurité. Il y en a d'autres. Hein. Oui. La numéro 2, ce serait quoi? Alors, c'est la circulation de l'information. De manière générale, il n'y a pas encore dans les prisons un plan individualisé vis-à-vis des radicalisés, des fanatisés. Ça aussi, c'était une recommandation. Elle n'a pas été mise en œuvre. En désignant quelqu'un au sein de l'institution pénitentiaire qui ne fait que ça et qui peut capter l'ensemble des informations pour bien profiler les gens et pour bien mesurer leur dangerosité. Parce qu'on doit préserver, évidemment, et protéger nos concitoyens contre ces fanatisés. Ahmed Laoueche, une toute dernière question. Est-ce que vous visez dans les prochaines semaines, prochains mois, la présidence du PS bruxellois, d'autant que Laurette Onkenings donne l'impression de se retirer petit à petit? Alors, ceux qui me connaissent aussi mes opinions sur le sujet. Le parti appartient à ses militants, et donc il ne m'appartient pas, moi, de faire des grandes déclarations à ce sujet. Par contre, ce en quoi je crois, c'est le collectif. Et au Parti socialiste bruxellois, on a beaucoup de personnes de qualité que pour pouvoir, en effet, assurer la relève. Merci beaucoup, merci d'être venu pour votre première donc à Jeudi en prime. Merci Johan, excellente soirée à tous et à toutes et à bientôt.